Bonjour, je suis Fabrice Briat et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez décidé d'innover à 110% et de passer à l'action. La dernière fois, nous avons vu la première étape du Design Thinking qui est l'empathie. Vous l'avez pas vu? Pas de problème, vous l'avez manqué. Je vous mets le lien en dessous, vous pouvez la voir et la revoir pour ceux qui l'ont déjà vu. Aujourd'hui, on va voir la deuxième étape du Design Thinking qui est la définition de la problématique. Et vous allez comprendre pourquoi je rabâche qu'il faut, quand on innove, qu'il faut innover à 110%, qu'il faut vraiment être prêt parce que on va vraiment sortir de notre zone de confort. Pour ma part, je trouve que c'est l'étape la plus difficile. On sort de notre zone de confort, comme je l'ai dit, on va jouer avec l'ambiguïté, avec les contresens. On va vraiment essayer de trouver un sens à toutes les données que nous avons récoltées durant la période de l'empathie. Et c'est pas facile. On va vraiment, comme je l'ai dit, sortir de notre zone de confort. Donc, la deuxième étape, la définition de la problématique. Je vais vous donner un petit peu une analogie. J'aime bien faire des analogies. La deuxième étape, finalement, c'est comme si vous aviez un casse-tête, un puzzle de 3000 pièces. Puis vous l'avez là, vous avez toutes les pièces devant vous et vous avez perdu la photo. Donc vous ne savez pas à quoi ça ressemble. Vous avez différentes couleurs. Comment essayer de retrouver un sens à toutes ces petites pièces-là? Il va falloir les regrouper, il va falloir essayer de trouver le contour, enfin toutes ces choses-là. Et c'est un petit peu ça, la définition de la problématique, c'est donner un sens à toutes les données qu'on a récoltées dans la phase d'empathie. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre toute l'information que l'on a eue durant la phase de l'empathie et on va essayer de les regrouper. Alors, les pièces à côté d'autres pièces, faire des groupements d'idées, des corrélations, tout ce qui est en relation avec la compréhension du comportement du consommateur. Donc c'est pas facile, je vous l'avoue, il va falloir tricoter, redétricoter. Vous savez, quand on est avec un casse-tête là, puis qu'on se dit ah ça y est, c'est bon, ça rentre. Ah non, ça rentre pas. Et bien, c'est exactement pareil. Vous allez mettre deux idées en place, vous allez dire ah c'est peut-être ça. Ça y est, je commence à comprendre le comportement du consommateur. Eh non. Vous n'allez pas le comprendre, il faut recommencer, on recommence, on remet toutes les pièces et puis on essaye de recréer ce casse-tête, ce puzzle. Alors pour cela, il y a des outils comme par exemple la carte de l'empathie pour vraiment resynthétiser toute l'information que l'on a eue sur l'utilisateur. Ou bien on a les 5 pourquoi pour aller vraiment creuser le pourquoi du besoin du consommateur. Parce que ce qu'on veut, c'est définir un besoin. Et puis, il y a les personas qui finalement vont donner un peu plus de profondeur, un peu plus d'émotion à nos segments de marché. Et donc, tout cela va permettre d'aller chercher le côté émotionnel du comportement du consommateur et vraiment aller chercher le pourquoi de son comportement. Je vous l'ai dit, c'est pas facile, on est vraiment dans l'analyse du comportement et pour cela, on va devoir faire beaucoup d'essais-erreurs. Donc une fois que vous avez tout ça, c'est pas fini du tout. Il va falloir les définir, toutes ces insights, tous ces besoins. Et encore une fois, l'innovation, c'est quoi? C'est votre perception qui est différente des autres par rapport à une réalité que tout le monde voit. Donc il va falloir essayer de trouver ces besoins latents qui vont permettre de innover et de passer à la troisième étape. C'est vraiment une étape charnière. Prenez votre temps par rapport à la définition de la problématique. Prenez vraiment votre temps parce qu'une bonne définition d'un problème va vous permettre vraiment d'innover et de ne pas faire comme tout le monde, en effet. Donc, une fois que vous avez défini les besoins, vous allez faire ce que l'on appelle un énoncé de problème. Donc, c'est comme une petite phrase qui va définir ça. Je vais vous donner un exemple. Vous avez donc analysé ou observé vous êtes dans les années 50, 60 là, et puis la télécommande pour la télé n'existe pas.
et vous avez observé un consommateur. Et puis qui vous dit « Ah bah ouais mais moi, vous savez avant il y avait une grosse molette, ouais mais moi changer les chaînes là, pour passer de la 1 à la 3, il faut que je passe par la 2, c'est embêtant. Ok, eh ben, on va faire des boutons individuels, ça va répondre aux besoins. » Bon, ça c'est répondre à un besoin. Par contre, est-ce qu'il y a une personne qui a vu que le consommateur, l'utilisateur, quand il va changer de chaîne, il se lève de son sofa et puis c'est compliqué. Et puis dans son visage ça se voit une fois, deux fois. Et là on se dit mais ok, il y a peut-être un besoin là. La personne nous dit oui, je veux sur ma télé changer les chaînes de façon plus facile. Ou bien changer tout ce qui est paramétrage, disons, de ma télé. En son temps, il n'y en avait pas beaucoup hein, en ce temps-là. Mais attends, finalement, ton besoin, est-ce que c'est de faire tous les réglages de la télé en restant assis dans ta télé, dans ton sofa? Donc c'est cette observation-là, on se dit « Ah, ok, un besoin que personne n'a vu. » Donc là, on va faire l'énoncé du problème. Alors avec l'utilisateur, le besoin, et puis justement, qu'est-ce qui motive ce besoin-là? Donc on peut dire Jean, 45 ans, décide ou bien a le besoin de changer ses chaînes de télé plus facilement parce que ça le fatigue et il trouve ça une perte de temps. Là, on a notre énoncé. Puis là, on se dit, super, on est passé par l'empathie, le détricotage, retricotage de toutes ces données-là pour essayer d'en trouver un besoin. Et là, on a notre énoncé. C'est bon. L'étape est terminée. Mais non, c'est pas terminé! Je vous l'ai dit! Ça en finit jamais, ce truc-là! En fait, une fois que vous allez avoir ce question, cet énoncé de problème, il va falloir en créer finalement une action qui va générer l'idéation de l'étape numéro 3. Il va falloir motiver les équipes à trouver finalement une solution. Et là, on va traduire l'énoncé du problème, comme je vous l'ai dit, donc en action, en résolution de problème. Et c'est ce qu'on appelle le How Might We. Donc HMW, How Might We, c'est comment pourrions-nous. Maintenant qu'on a un problème, on dit comment pourrions-nous, et là on fait un verbe d'action. Alors ce comment pourrions-nous, il faut qu'il soit vraiment centré consommateur, pas centré technologie ou centré revenu, non, centré consommateur. Il faut qu'il soit assez large pour que l'équipe qui va trouver des idées soit pas trop frustrée, donc on n'est pas trop sur une solution, on est assez large, mais il faut qu'elle soit assez réduite pour la raison que si c'est trop large, là on va pas rentrer totalement en profondeur dans les solutions. Donc le How Might We de notre Jean 45 ans, ça serait comment pourrions-nous faciliter le réglage de la télé de Jean en restant dans son sofa. Et à partir du moment où on a ça, let's go, on passe à l'étape 3 qu'on va voir la prochaine fois. Donc, pour résumer, nous avons toutes nos données de l'empathie. Qu'est-ce qu'on en fait? On les met sur la table. Ensuite, grâce à des outils, on tricote, redétricote toutes les données que l'on a faites pour essayer d'en tirer les besoins, les insights, donc les besoins latents, les besoins très très fins de comportement du consommateur, pour en faire un énoncé de problème et ensuite une action qui va permettre à l'idéation de s'exprimer. Alors, si vous êtes toujours aussi motivé, de faire de l'innovation à 110%, je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo, pour la 3e étape qui est l'étape de l'idéation. Donc, on va aller s'éclater à trouver des idées. Merci, salut, à la prochaine.